Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition sur Karim font polémique. Il ne faut pas anticiper. Maître sur les audits, semble dire certains du côté du nouveau pouvoir. L'avenir du PDS en question après 12 ans à la tête du pays. C'est le retour à la case départ pour le parti de Wade renvoyé dans l'opposition. Enseignement, reprise timide des cours à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le SAES suspend son mot d'ordre de grève et donne jusqu'au 15 avril au nouveau régime pour trouver un accord. La page internationale, les sports et le focus avec les propos de Maître Wade à Tivaouane. L'invité est Eliman Khan du Forum civil. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, la sortie de Maître Wade qui lave son fils Karim de tout soupçon dans la gestion des deniers publics suscite des réactions. Malick Mbaye de Gëm Sa Bopp, c'est un mouvement citoyen, pense que le chef de l'État sortant a tort d'anticiper sur les audits à venir. Malick Mbaye avec Jeanne Diaye et Abdoulaye Diallo à la caméra. Je crois que nous posons des interrogations sur le comportement et les différentes sorties du président sortant, Abdoulaye Wade. Mais cette tournée-là auprès des chefs religieux, soi-disant tournée d'adieu, n'est qu'une opération de séduction, une opération de communication, tendant à blanchir, à laver à grande eau son fils. Parce que il y a deux choses qui se sont passées. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas la justice, mais j'imagine que le président Wade avait fait deux déclarations. Il avait dit, j'ai confié à Karim, mon fils, 4 ministères qu'il a gérés avec efficience. Comment quelqu'un qui a été ministre de tout peut être aujourd'hui responsable de rien? Deuxièmement, c'est lui qui avait dit, je dirais à votre mère, à ta mère, que vous avez bien travaillé, parlant de Karim Wade. Mais si quelqu'un a bien travaillé, si bien qu'il le dit, pourquoi devrait-il avoir peur d'être aujourd'hui contrôlé? Je crois que aujourd'hui, ce que le président Wade doit faire, c'est faire preuve de réserve, de retenue. Les Sénégalais s'attendaient qu'ils soient beaucoup plus préoccupés à organiser sereinement, mais sérieusement, la passation de service. Toujours dans ce même chapitre, au lendemain de la défaite de Maître Abdoulaye Wade, quel est l'avenir du PDS? Après 12 ans à la tête du pays, ce parti a-t-il les moyens de s'opposer et comment? Tentative de réponse avec vous, Adiatala. Les libéraux disaient qu'ils feraient 50 ans au pouvoir, mieux que les socialistes. Le rêve s'est transformé en cauchemar au soir du 25 mars. Leur candidat malheureux, Maître Abdoulaye Wade, obtient 34,20% derrière Macky Sall avec 65,80% des suffrages. Le Parti démocratique sénégalais, créé en 1974 par l'actuel secrétaire général national, est jugé vieux pour être apte à rester au pouvoir pendant 5 décennies. Le même homme l'a dirigé depuis sa création. Il est le principal bailleur et la seule constance dans la formation libérale. Les quelques rebelles qui ont élevé la voix ont été vite exclus du PDS. Parmi eux, Idrissa Seck et Macky Sall, pour ne citer que ceux-là. Toutes les personnes susceptibles de remplacer Maître Abdoulaye Wade à la tête du PDS écartées, les manœuvres possibles sont mises en branle pour porter Karim Wade au devant de la scène libérale, en vain à cause de quelques poches de résistance, notamment celle de Souleymane Ndéné Ndiaye. À peine la pilule amère de la débâcle libérale avalée, les remous refont surface. Des responsables se signalent et pas des moindres. Abdoulaye Baldé, maire libéral de Ziguinchor, sort de son mutisme. Il ne veut plus se ranger derrière quelqu'un et réclame les rênes du Parti démocratique sénégalais ou créer sa propre formation politique. On annonce des congrès, des rappels de troupes et des sensibilisations pour ne pas précipiter la mort du PDS. Le Parti libéral pourra-t-il résister au soubresaut politique après avoir rejoint l'opposition? Au même moment, d'autres défections sont signalées et qui, pour sauver le PDS, surtout celui dirigé par Maître Abdoulaye Wade. Parlons toujours de politique, mais cette fois-ci avec les Verts. Les écologistes du continent se retrouvent à Dakar pour le 3e congrès mondial des Global Greens, Fédération mondiale des partis verts. Début de ce congrès ce jeudi et ce pour 5 jours. Ali Haïdar et Pape Messa Dieng sont de la Fédération mondiale des partis verts.
congrès des Verts est hautement important dans la mesure où, pour la première fois en Afrique, nous organisons le Global Green, qui est l'international des partis écologistes. Donc, nous allons avoir 500 participants qui viennent d'une centaine de pays de tous les continents du monde. Nous allons étudier la charte de l'écologie. Nous allons travailler sur les exemples de démocratie en Afrique, l'exemple du Niger, l'exemple de la Tunisie, sur l'économie verte aussi, et toutes ces énergies positives que représentent les partis écologiques partout dans le monde vont se retrouver au Sénégal, et ce sera un tournant important pour l'écologie africaine. Notre rencontre aujourd'hui, ou la rencontre qui démarre jeudi soir sur 3 ou 4 jours, et pour ce qu'on appelle les Global Green, c'est-à-dire cette grande famille des écologistes de la planète, de revoir après 5 ans d'activité et après s'être séparés à Sao Paulo il y a 5 ans, de se retrouver à Dakar, en Afrique, pour évaluer ce qui a été accompli durant tout ce temps, et puis surtout de revoir l'organisation en tant que telle, sa structuration et son fonctionnement, et surtout de voir comment prendre en charge les défis globaux. Nous vous le disions en titre. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar retrouve l'ambiance habituelle avec la reprise des cours. C'est parce que le SAES a suspendu son mot d'ordre de grève. Une nouvelle bien accueillie par les étudiants. Cependant, le syndicat autonome des enseignants du supérieur exige la matérialisation de leur protocole d'accord avec le président Macky Sall d'ici le 15 avril prochain. Reportage Fatigueng Youssou Baro au campus universitaire. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les halls des facultés retrouvent leur ambiance des grands jours. Après quelques mois de grève des professeurs, les étudiants regagnent les amphithéâtres en cette matinée fraîche. Nous tous, nous sommes heureux d'avoir repris les cours, vu que nous avons resté 4 mois sans faire cours, alors que nous sommes des nouveaux bacheliers. C'était le rêve de tout un étudiant, tu vois, de regagner les cours. Et si je prends par exemple mon exemple, moi j'ai quitté Fatick, tu vois, pour venir ici à Dakar étudier. Okay. Et moi, j'avais même des difficultés même aussi de retourner au village, à dire mes parents que je suis resté 4 mois sans faire cours. Malgré la reprise des cours, certains étudiants ne crient pas encore victoire, même s'ils saluent l'initiative des professeurs. Mon inquiétude, c'est aujourd'hui la pause. Est-ce une pause qui va continuer, ou bien est-ce devrions-nous revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire la grève? En conférence de presse le 23 mars dernier, le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, a décidé d'observer une pause jusqu'au 15 avril prochain. À partir du 15 avril, on va se retrouver en bureau national élargi, donc aux sections, pour voir, parce qu'en temps, il y aura le président Macky Sall qui va prêter serment, je crois, à partir de lundi, au moins, et pour lui montrer qu'il y a une urgence sur sa table, c'est le dossier de l'enseignement supérieur. Depuis décembre 2011, le SAES réclame l'achèvement des infrastructures en construction dans les universités, l'indemnité compensatoire de logement, entre autres revendications. Les étudiants espèrent que le nouveau régime va satisfaire les revendications des professeurs pour que l'année universitaire puisse être sauvée. Une pluie inhabituelle en cette période a été enregistrée à Dakar ce mercredi. Des précipitations qui surviennent en hors-saison et qui ont surpris donc plus d'un dans la capitale. Et selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, tout devrait rentrer dans l'ordre très rapidement. Reportage Abdoulaye Diallo, Nafissatou Silla. Plusieurs Dakarois se sont réveillés ce matin surpris de voir cette pluie. Une pluie inhabituelle accompagnée d'un climat frais et humide. Ce qui explique cette pluie, c'est le conflit de 2 masses d'air. De l'air froid qui vient d'Europe et de l'air chaud qui était déjà en place dans notre sous-région. Alors, le conflit des masses d'air a entraîné la formation de nuages, de masses nuageuses, qui sont devenues relativement denses à la cause de la présence de l'humidité. Nous ne sommes pas en hivernage, mais il a plu dans plusieurs localités. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ce genre de pluie est souvent prévisible. Chaque année, nous avertissons les paysans sur le fait que les pluies de hors-saison, les pluies de hugg, comme on l'appelle chez nous, sont possibles.
Et ceci est possible entre le mois de décembre et le mois de mars, voire avril. Donc, pendant tous ces mois, on peut avoir des pluies que l'on appelle des pluies hors saison et dont les quantités sont variables. Il y a des années où on a des pluies faibles et des années où ces pluies peuvent devenir modérées à assez fortes. Néanmoins, cette pluie hors saison, mais phénomène naturel, n'est pas sans conséquences en zone rurale. Vous vous rappelez la situation de l'année 2000 aussi, où on a eu non seulement des pluies de hughes, mais une situation avec des températures très basses qui a décimé le bétail sur le nord du pays. Là où ça peut amener des problèmes, c'est là où il y a des récoltes dehors, ou là où il y a des séchages pour la culture du riz. Pour certains endroits où il y a une quantité importante, peut-être 10 mm, si par hasard le pâturage parvient à pousser, ça peut avoir un impact sur les prochaines saisons parce que les semences d'herbe déjà vont baisser. Et puis l'herbe peut avoir un impact pour le bétail, des diarrhées par exemple, comme ça. D'après l'ANACIM, cette pluie pourrait s'estomper d'ici demain à Dakar. Pour cette fois-ci, les quantités d'eau enregistrées ne sont pas aussi importantes que la pluie hors saison tombée en janvier 2002. Youssou Ndour a rendu visite aux agents de la RTS, la radio-télévision du Sénégal. Une bonne occasion pour le président du mouvement Fekke Mathi Bolé de raffermir les liens entre la RTS et les autres groupes de presse en général. Youssou Ndour qui rappelle qu'il est une personnalité transversale, une icône qui appartient donc au peuple sénégalais. Ainsi, Youssou Ndour promet un concert et invite la RTS à couvrir l'événement et à donner le signal aux autres télévisions. Je suis venu lucidement, tranquillement, pour dire si j'ai heurté des agents de la RTS durant la campagne électorale, où j'étais dans la campagne comme acteur politique, je m'en excuse. Je suis venu aussi dire à Babacar Diagne que j'avais promis aux Sénégalais un concert après l'événement que nous venons de passer, l'élection du président Macky Sall. Et je tiens à travailler directement en premier avec la RTS, dans la mesure où les Sénégalais, le monde entier, ne voient qu'un Sénégal. Et je crois que si les Sénégalais s'unissent autour de l'essentiel, du développement de la même vision, RTS joue un rôle capital. Et nous nous basons sur son expérience, l'expérience de ses agents, sur la technique mobilisée pour essayer de donner le maximum aux Sénégalais pour cette fête que j'avais promis lors de la campagne électorale. Et j'en ai profité aussi pour visiter les studios, rencontrer les techniciens, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler à mon ami, comme le directeur général, il faut parler aussi avec les gens qu'on ne voit pas, qui font un travail extraordinaire. Et agréable surprise, j'ai vu que la RTS doucement s'est vraiment rajeunie d'une manière extraordinaire, sans oublier l'expérience qui toujours guide la vision de la RTS. Donc voilà les raisons de mon déplacement aujourd'hui. En attendant, la restitution de l'arbitrage budgétaire du ministère des Sports s'est déroulée ce mardi. Un programme des compétitions internationales retenu a été rendu public donc aux différentes fédérations sous la supervision du CNOS. Loin de faire la satisfaction de toutes les fédérations, cet arbitrage, Cheikh Sadibou Diarra, Abdou Aziz Ndiaye et Ababakar Kamara pour le reportage. 38 compétitions pour 24 disciplines. C'est le programme retenu lors de l'arbitrage budgétaire de l'année 2012 du ministère des Sports. Des choix qui cadrent avec la priorité de l'année. Nous avons retenu un programme des compétitions internationales pour l'année 2012 en mettant l'accent, donc en fixant comme priorité la participation aux Jeux Olympiques de Londres 2012.
L'athlétisme compte 3 compétitions dans ce programme, mais ce n'est pas pour autant la grande satisfaction. C'est une appréciation qui me laisse encore sur ma faim, d'autant plus que, comme on l'a dit, nous sortons des élections. On ne peut pas nous garantir à l'heure où nous sommes que l'effectif que nous avons escompté parmi nos pratiquants seront tous actuellement dans les compétitions où nous sommes inscrits sur le plan international. Dès demain, nous allons prendre langue avec eux pour voir actuellement la finalité de ces choses. Le judo, quant à lui, est plongé dans l'incertitude à une semaine de sa compétition. L'effectif de ses combattants réduits est aussi regretté. Ma grande inquiétude, c'est par rapport à la participation effective du Sénégal. Nous avons eu des engagements qui nous rassurent au niveau du directeur de l'administration générale de l'équipement, le DAGE, qui a dit qu'il va régler les problèmes. Mais n'oublions pas que ces 3 rubriques, c'est le transport aérien, c'est les accréditations et aussi c'est surtout les perdiums. Si on nous donne 14, y compris l'encadrement, on aura maximum 10 combattants. Et à 10 combattants, déjà, on ne pourra pas faire la compétition par équipe. 900 millions de francs CFA est le budget alloué au ministère des Sports en 2012. Une somme à revoir à la hausse par le nouveau président de la République. Selon un vœu du CNOS, une bonne participation aux compétitions en dépend. On passe au focus. Maître Wade a-t-il peur que son fils soit poursuivi? Tout porte à le croire. Lors de sa visite à Tivaouane, Maître Wade a dédouané son fils Karim. Et d'après Wade père, Wade fils n'a jamais géré des fonds publics. Le Forum civil, pour sa part, s'inscrit en faux. Sous le magistère de Wade, le fils a eu beaucoup de prérogatives. Il est maintenant temps d'assumer ses responsabilités. Le reportage est signé Fatih Bintou Conté et Ali Mbaye. Maître Abdoulaye Wade dédouane son fils sur la gestion des biens publics. En visite hier à Tivaouane, le président sortant a pris la défense de Karim Wade au cas où le président Macky Sall va se lancer dans une chasse aux sorcières. Pour Wade, son fils n'a jamais rien géré de l'argent du pays. Et pourtant, le Forum civil lui rappelle les multiples prérogatives données à son fils lors de son magistère. Je veux nettement rappeler au président de la République que c'est lui qui avait, par un décret 2010-1189 du 13 septembre 2010, pris un décret pour donner la possibilité à son fils de signer également des accords internationaux selon une certaine zone géographique en compétition avec les ministres de l'économie et des finances, et que ces accords également devaient être relatifs à des opérations d'investissement ou bien des opérations de pré-investissement. Donc là, c'est un acte quand même de gestion de la part du président public. Même aujourd'hui, on est en mesure de se poser la question, de se demander comment est-ce que son fils a pu avoir un jet privé qu'il roule, avec quoi il roule partout au monde, et quelle est la relation avec son fils et la structure qu'on appelle Black Pearl sur les emprunts qui sont effectués par certaines collectivités publiques au niveau du Sénégal. Pour Birahim Seck, Wade est très mal placé pour tenir de tels propos en ce moment. Je pense que fort de ces constats, le président public est très mal placé aujourd'hui, et c'est pas à lui-même de le dire que son fils a géré ou bien n'a pas géré. Il y a des structures qui sont là, qui sont habilitées à le faire. Il y a de nouvelles autorités qui sont là, qui sont habilitées à le faire. Et je pense que ces autorités feront le travail nécessaire pour savoir, même au-delà de son fils Karim Wade, quelles sont les autorités qui ont à gérer des fonds publics et comment est-ce qu'ils ont géré ces fonds publics. Pourtant, le politologue Yorodia estime que Wade a bel et bien raison. Sur le plan administratif, personne ne peut poursuivre son fils dans la mesure où il n'est que l'ordonnateur des dépenses. Sur le plan administratif, le président a raison, parce que Karim Wade a été président du conseil de surveillance de l'ANOCI, une sorte de président de conseil d'administration. Or, il est connu qu'un président de conseil d'administration ou un président de conseil de surveillance, comme son nom l'indique, c'est de surveiller, c'est pas de faire de la gestion. Donc, sur le plan strictement administratif, un président de conseil d'administration, sauf dans de rares cas, ne peut pas être poursuivi pour faute de gestion parce qu'il ne gère pas. La même chose est valable pour les ministres. Les ministres, il faut le rappeler, sur le plan administratif, sont des ordonnateurs de dépenses. Et celui qui ordonne la dépense ne l'exécute pas. Celui qui est responsable de l'exécution de la dépense, c'est un peu la comptabilité publique. Ce qui fait que dans un ministère, quand le ministère ordonne, il y a des fonctionnaires de l'État qui dépendent du Trésor ou du ministère des Finances, dont la mission essentielle est de vérifier les principes budgétaires.
D'où la nécessité pour les fonctionnaires de jouer la carte de la prudence dans les ministères, selon Birahim Seck. C'est une leçon pour moi à tous les fonctionnaires, parce que le président public ici a tenté de dédouaner son fils et de mettre la responsabilité sur l'ensemble des autres acteurs, en l'occurrence les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est une leçon pour les fonctionnaires de ne plus accepter certaines décisions des politiques. Chasse aux sorcières, Audi, quel que soit le mode opératoire, l'heure est au contrôle des deniers publics et personne ne doit y échapper. C'est faire preuve de salubrité que de sanctionner, comme l'a dit Landing Savani. Fatou Bintou Conté, merci. Nous recevons Eliman Kane du Forum Civil. Eliman Kane, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre premier commentaire sur ce que Wade a dit à Tivaouane, comme on l'a dit dans le reportage, on est tenté de croire qu'il veut déjà dédouaner son fils. Oui, ça peut être analysé comme une tentative de pression par rapport à ceux-là qui ont la responsabilité, effectivement, de faire l'audit de toute la gestion qui a été faite sous son mandat, mais également de donner suite à cet audit-là. Donc également le lieu de la déclaration, donc ça a été fait dans une famille religieuse. Donc c'est pour cela qu'on peut penser à une forme de pression qui puisse s'exercer sur ces acteurs du système judiciaire et administratif qui doivent faire leur travail. Pour vous, ce n'est pas un hasard, le timing, l'endroit? Rien n'est au hasard. Vous savez, nous connaissons Maître Abdoulaye Wade. Je pense que si maintenant la question de la réduction des comptes est agitée, ce qui est fondamental, c'est-à-dire que la loi le permet, il faut faire le bilan de tout ce qui a été fait. Le nouveau président élu doit le faire. Il a l'obligation de le faire parce que c'est même des directives de l'IMOA également qui s'appliqueront à lui. Donc anticiper un peu sur ce qui peut arriver, je pense que ce n'est pas une attitude véritablement démocratique, ce n'est pas une attitude républicaine. Il faut laisser ceux qui ont la responsabilité de contrôler et de dire le droit par rapport à la gestion des deniers publics, faire le travail sans aucune pression. Et je pense qu'effectivement, c'est pour cela que cette déclaration est inopportune. Surtout que quand on se rappelle qu'à un moment donné, quand il fallait prendre les dividendes politiques de ces ouvrages de l'ANOCI, il a dit devant tout le monde que je dirais à ta maman que tu as bien travaillé. Alors aujourd'hui, il faudra qu'il dise que je dirais à ta maman que tu dois rendre compte également de la façon dont tu as géré les deniers publics par rapport à l'ANOCI, mais par rapport également au ministère, aux énormes ministères que M. Karim Wade a eu à gérer dans ce pays. Alors, les intervenants dans le reportage, nous avons remarqué Yorodia qui souligne que Karim Wade, effectivement, son père aurait prévu tout cela et anticipé qu'on ne devrait pas pouvoir le poursuivre sur le plan administratif en tout cas, parce qu'il n'était coordonnateur de dépenses. Mais si on se souvient bien, Idrissa Seck également, dans l'histoire des chantiers de Thiès, était Premier ministre et ordonnateur de dépenses. Exactement. Pourtant, il a été poursuivi et emprisonné. Vous avez très bien dit. Idrissa Seck a été Premier ministre, beaucoup plus loin d'ailleurs que l'exécution véritablement de certaines tâches que ministre, par exemple. Et donc, à ce niveau, il faudrait que peut-être nos politologues ou spécialistes en sciences politiques devraient revoir leur cadre d'analyse et intégrer les nouvelles dynamiques citoyennes qui encadrent l'action politique dans ce pays-là. Il ne s'agit plus de voir comment se comportent véritablement les appareils politiques ou bien les hommes politiques, mais la citoyenneté nouvelle, active, qui s'exprime dans ce pays exige une nouvelle façon de gérer, de gouverner nos pays. Donc cela veut dire quoi? Que la réduction des comptes devient un principe de gouvernance essentiel. Et le contrôle citoyen est toujours là pour demander à ceux-là qui ont eu cette responsabilité, la charge en tout cas de gérer les deniers publics, de toujours rendre compte. Donc, un ministre a une responsabilité morale par rapport, même si c'est un ordonnancement de dépenses, vous avez dit, le cas d'Idrissa Seck qui a été quand même emprisonné pour avoir effectivement, sur des chantiers qui ont été donc des chantiers de l'État, comme l'ANOCI a été également des chantiers de l'État, tout comme les autres ministères, comme la gestion de l'énergie, ont été également des chantiers de l'État. Même s'il faut le souligner, il a eu après à bénéficier d'un non-lieu. Mais le prétexte donc de cette discussion, c'est bien les propos de Wade et de Karim Wade, mais il y a bien d'autres qui sont concernés. Est-ce que le nouveau régime, d'après vous, doit s'imposer un calendrier pour ceux qui doivent rendre compte? Certains même, dans le nouveau pouvoir, ont dit qu'ils doivent rendre gorge. C'est l'expression utilisée par Maître
ABC, Alioune Badara Cissé, lors de l'émission, si je me souviens bien, Grand Oral avec Antoine Diouf, rendre gorge. Oui, mais de toute façon, c'est une nécessité, donc la réduction des comptes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est prévu par le cadre juridique et institutionnel qui encadre l'action du président de la République, surtout nouvellement élu. Il a cette obligation de faire le bilan financier, de faire des audits et que ces rapports puissent être suivis. Nous pensons qu'il serait mieux d'ailleurs qu'il mette en place une commission pour s'occuper exactement de ce bilan et de ces audits-là, et pour s'occuper également, pour lui permettre à lui de s'occuper d'autres choses. Mais il faut le dire, il y a des organes qui existent, qui font leur rôle, qui font leur travail convenablement. C'est l'IGE, la Cour des comptes, l'ARMP, etc. Ils ont déjà fait des rapports d'audit sur des gestions qui attendent d'être tout simplement suivis. La CENTIF en a fait également. Près de 80 dossiers ont été comment dirais-je, mis sur la table. Il n'y a que 9 qui ont été traités. Donc il y a du boulot, énormément de travail à faire par le nouveau gouvernement qui va être mis en place par le président nouvellement élu Macky Sall. Et il faut rappeler que la véritable demande citoyenne aujourd'hui par rapport à ce nouveau président élu, c'est exactement à ce niveau, au niveau de la gouvernance, de la gestion des deniers publics, de la transparence. La bonne gouvernance. Bon, vous l'avez dit, le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé, mais cette question me paraît incontournable. Alors, on a beaucoup parlé de diminution du coût de la vie et autres, mais je pense qu'il y a des réformes institutionnelles aussi qui devraient s'effectuer. Vous l'avez dit, tout ce qu'on a dit ici n'est possible qu'avec l'indépendance de la justice, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est essentiel, parce que l'un des problèmes majeurs que nous avons eu sous l'alternance, c'est l'impunité. Et ça, c'est la responsabilité de la justice. C'est la responsabilité individuelle, personnelle également, des agents qui travaillent dans le système judiciaire, qui doivent prendre en charge leurs responsabilités. Parce que si aujourd'hui, on peut dédouaner un politique, et on va certainement inquiéter d'autres citoyens sénégalais qui ont eu la charge d'exécuter des ordres qui ont été donnés. Alors c'est le lieu de leur dire qu'il faut aujourd'hui qu'ils assument leurs responsabilités. Et aux fonctionnaires d'éviter la servitude volontaire. Voilà, et que devant une directive qui n'est pas légale, un fonctionnaire n'a pas l'obligation de l'appliquer. S'exécuter. Maintenant, il y a effectivement tout un chantage que font ceux qui sont à un niveau supérieur pour les amener à faire des forfaits. Mais c'est aujourd'hui le temps, en tout cas, d'assumer les responsabilités individuelles. Merci Eliman Kane. Vous êtes du Forum Civil. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Un coucou aux lâcheurs qui m'ont laissé bien seul ce soir, mais vous allez les retrouver très bientôt, Inch'Allah. Merci, bonsoir. Merci Abdoulaye.